Comment devenir libre financièrement et ne pas perdre sa vie à la gagner? Je suis Guillaume, cofondateur avec mon associé Christophe de la newsletter Ataraxia. La mission d'Ataraxia est d'aider un maximum de personnes à atteindre la liberté financière grâce à l'investissement, notamment immobilier. Nous avons lancé le podcast Au coin du feu pour partager les discussions que nous avons entre nous. Si vous souhaitez accélérer sur le chemin de la liberté financière, bienvenue avec nous au coin du feu. En ce moment, on parle beaucoup de taux de crédit immobilier et beaucoup de gens comparent leurs taux et se vantent d'avoir eu « Ah, j'ai eu tel taux, j'ai eu moins que toi, etc. » Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors c'est quelque chose qui choque souvent les gens, comme je le dis, mais je pense n'avoir jamais négocié un taux immobilier. En tout cas sur mes crédits locatifs, je les ai beaucoup négociés sur le crédit que j'avais pris à l'époque pour ma résidence principale, puisque la logique n'est pas du tout la même. Ça ne veut pas dire que j'accepterai un taux qui est complètement débile par rapport au taux du marché actuel. Pourquoi? Parce que pour moi, ce n'est pas ce qui est le plus important quand on fait de l'investissement locatif. Première chose, les intérêts qu'on paye sont déductibles des revenus qu'on a. Donc ça veut dire que l'impact de ce taux est quand même relativement limité sur mon résultat financier à la fin. Il y a quand même un impact. Quand on est dans une négociation avec un banquier, on ne peut pas tout négocier. Si on commence à négocier 4, 5, 6 conditions sur le prêt, on passe pour quelqu'un de ridicule qui ne comprend pas comment une négociation se passe. Pour moi, il y a des choses beaucoup plus importantes à négocier que le taux d'un crédit qui vont me faire gagner beaucoup plus d'argent sur la durée de détention du bien immobilier. La première chose, si j'avais découvert ça quand j'ai commencé l'immobilier, je l'ai découvert relativement tard, j'aurais vraiment gagné des centaines de milliers d'euros très vite et ces centaines de milliers d'euros m'auraient fait gagner beaucoup plus d'argent après. Ce qu'on appelle le différé de remboursement. C'est assez connu aujourd'hui, mais je vais quand même le réexpliquer. Qu'est-ce que c'est le différé de remboursement? Ça veut dire qu'on va pouvoir ne pas rembourser ou rembourser seulement les intérêts de son crédit pendant une période donnée, qui peut être de 6 mois, 12 mois, mais ça peut être 2 ans, ça peut être 3 ans, et j'ai vu jusqu'à 5 ans. Moi, je n'ai jamais obtenu au-delà de 3 ans, mais il y a des organismes qui le font sur 5 ans. Qu'est-ce que ça veut dire de façon concrète? Admettons que j'ai, je ne sais pas, un immeuble qui rapporte 5 000 euros de loyer par mois, pour lequel j'ai à peu près 3 000 euros de crédit, intérêt plus capital à rembourser. Si je négocie un différé de remboursement, il y a 2 types de différés, un différé total ou un différé partiel. Si je négocie un différé total, ce qui est relativement rare, on voit souvent du différé partiel. Si je négocie du différé total, ça veut dire que je ne vais rien rembourser pendant cette période de différé. Si j'ai un différé de 2 ans, pendant 2 ans, je vais percevoir mes 5 000 euros de loyer et je vais rembourser à la banque 0 chaque mois. Donc ça veut dire que je vais me créer une trésorerie très importante. Et c'est pour ça que je disais que si j'avais connu ça avant, j'aurais accumulé une trésorerie sur mes premiers projets beaucoup plus importante qui m'aurait permis de lever encore plus de dettes en mettant de l'apport. Ça permet de reconstituer un apport très rapidement aussi. Par exemple, je saute un peu du coq à l'âne, mais c'est important pour comprendre. Il y a des gens qui disent une banque m'a demandé d'apporter 5 ou 10% d'apport sur un projet. Et moi, c'est hors de question, je veux un financement à 110%. Ok, si on obtient un financement à 110%, c'est ce qu'on souhaite faire. C'est possible, c'est pas toujours facile dans tous les cas. De temps en temps, ça peut être intéressant d'accepter un financement qui soit avec 5 ou 10% d'apport, mais avec un différé de 3 ans, et donc de récupérer cet apport pendant les 12 ou les 24 premiers mois. Donc c'est une façon très simple de reconstituer sa trésorerie. Je ne la connaissais pas. Je reviens sur le différé, je vous ai parlé du différé total. Si je parle maintenant de différé partiel, qu'est-ce qui se passe? Je vais simplement payer les intérêts du crédit pendant cette période de différé. Donc admettons que sur les 3 000 euros de mensualité que j'avais, j'ai 500 euros d'intérêt. Je prends un exemple, ne refaites pas un calcul arrière de taux de crédit et tout ça, c'est juste pour expliquer comment ça fonctionne. Je vais rembourser seulement 500 euros par mois pendant les 3 ans du différé. Et donc j'aurai 4 500 euros de cash flow brut qui resteront et qui me permettront aussi d'avoir une trésorerie importante. Vous voyez bien que ça, c'est beaucoup plus important que quelques pourcentages sur le taux de crédit, puisque quand tu le disais, Guillaume, les gens qui se vantent, il y en a qui ont eu du 3,7, d'autres qui ont eu du 3,77 et d'autres qui ont eu du 3,59. On parle de la même chose à la fin. Sur la mensualité, ça fait une différence qui est absolument ridicule. C'est beaucoup plus important de se battre pour cette partie-là. Et je dis se battre, mais en fait, la plupart du temps, il suffit de le demander. Ça veut dire que la première fois qu'on se dit
qu'on découvre ça, on se dit oui, mais comment je vais justifier à la banque? Pourquoi la banque va accepter ça? Alors souvent, le différé, il est mis en place pour justifier la période pendant laquelle on fait des travaux et donc on n'a pas de loyer qui rentre pour payer la mensualité. Effectivement, à la base, ça a été mis en place pour ça. Mais je ne me souviens pas d'une seule fois, je suis désolé si je l'ai oublié, mais je ne pense pas, je ne me souviens pas d'une seule banque qui m'a demandé pourquoi je sollicitais un différé. Ça veut dire que la plupart du temps, il suffit de le demander pour l'obtenir. Alors de temps en temps, on va vous proposer par défaut 6 mois, il faudra discuter, est-ce qu'on pourrait avoir 12 mois, mais penser à le demander, c'est beaucoup plus important que le taux. Deuxième chose, qui est aussi en général assez facile à mettre en place, c'est de négocier ce qu'on appelle les clauses de modulation. Ça, pour le coup, je vois quasiment personne le fait. Pour certaines banques, c'est par défaut dans le contrat. Pour d'autres banques, ça n'existe pas. Pour d'autres, c'est négociable. Donc je vous dis juste, je ne vous dis pas que c'est faisable dans tous les cas. Je dis qu'il faut regarder cette partie-là et essayer de l'optimiser. Qu'est-ce que c'est une clause de modulation ? Eh bien, c'est une clause qui va me permettre, selon les termes qu'on a définis, de moduler, donc de faire varier ma mensualité, à la hausse ou à la baisse. Très souvent, c'est aux alentours de 30%, ce qu'on arrive à négocier. Donc, qu'est-ce que ça va me permettre de faire, une clause de modulation ? Ça va me permettre de faire varier à la hausse ou à la baisse ma mensualité. Si je reprends l'exemple des 3 000 €, que j'ai une modulation de 30%, je vais pouvoir potentiellement augmenter ma mensualité de 3 000 à 3 900 € et donc raccourcir la durée de mon crédit, qui est bien sûr quelque chose qu'on n'a pas envie de faire en investissement locatif, puisqu'on a envie de diminuer sa mensualité pour que ce soit le loyer qui couvre la mensualité le plus possible et qu'on ait un maximum de cash flow qui nous reste dans la poche. Mais c'est la beauté de la chose, c'est qu'on peut le faire à la baisse. Donc sur les 3 000 €, si je module à la baisse, 30% de moins, je vais être à 2 100 € de mensualité au lieu de 3 000. Il y a des conditions en général, on ne peut pas le faire pendant X années au début du crédit, mais ça permet d'allonger la durée du crédit tout en baissant la mensualité, donc en se recréant un cash flow supplémentaire. Donc je vais faire exprès d'être assez optimiste là-dedans, c'est pour vous montrer la beauté de ces clauses-là que les gens ne connaissent pas ou n'utilisent pas. Imaginez, vous avez un petit peu d'inflation sur quelques années, donc votre loyer a tendance à augmenter. Vous, au bout de 5 ans de détention, vous allez moduler votre mensualité à la baisse. Donc certes, votre crédit qui était peut-être sur 20 ans, qui était passé à 15 ans, vous allez le remonter jusqu'à 18 ans. Encore une fois, je n'ai pas fait le calcul, c'est juste pour expliquer le principe. Vous allez avoir votre loyer qui a augmenté, votre mensualité qui va baisser de 30%, donc vous avez votre cash flow qui va augmenter fortement. Si vous faites ça sur 2, 3, 4, 5, 6 biens immobiliers, vous imaginez l'addition de cash flow que vous créez qui va vous permettre soit d'en vivre, soit d'utiliser cette trésorerie pour investir sur les marchés financiers ou pour refaire de l'immobilier. C'est une façon extraordinaire de recréer du cash. Troisième clause à connaître qui en général fait partie des clauses de modulation, ce sont les clauses de pause ou de suspension de crédit. Suivant les banques, encore une fois, les termes peuvent varier. On peut arriver, c'est assez fréquent quand même, on peut réussir à négocier une pause de 6 mois, de 12 mois, je ne sais pas si on peut faire plus, moi j'ai jamais réussi à faire plus de 12 mois, de pause de remboursement de ces mensualités à n'importe quel moment, de temps en temps contre des raisons particulières. Par exemple, ça peut être un divorce, une perte de son job, l'arrivée d'un enfant. Et pour d'autres banques, c'est sans raison particulière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que de la même façon que la modulation, à un moment donné, pendant la durée de vie de mon crédit, en général, on nous interdit de le faire au tout début puisqu'il faut avoir un petit peu de capital de rembourser, je vais pouvoir faire une pause de 12 mois et ne plus rembourser ma mensualité pendant 12 mois. Donc bien sûr, j'ai des intérêts qui vont être calculés là-dessus et ça va décaler la durée de mon crédit. Mais imaginez, je reprends l'exemple, 5 000 € de loyer, 3 000 € de mensualité. Pour quelque raison que ce soit, j'ai besoin de reconstituer un petit peu de trésorerie parce que j'ai eu un coup dur dans ma vie ou parce que j'ai envie d'investir dans un nouveau bien immobilier. Eh bien, je peux pendant 12 mois ne pas rembourser les 36 000 € que j'aurais dû rembourser à la banque et donc me reconstituer 36 000 € de trésorerie très rapidement. Et donc vous voyez que se battre sur un taux d'intérêt qui va de temps en temps nous faire gagner potentiellement quelques dizaines d'euros par mois, voire de temps en temps quelques dizaines d'euros par an, qui en plus sont déductibles, on se bat pour des pouillèmes, alors que de connaître ces différentes stratégies, ça permet de créer beaucoup plus de trésorerie et d'aller beaucoup plus vite.
Autre, et c'est peut-être la dernière chose que je partagerai, je ne sais pas si Guillaume tu voudrais en rajouter, c'est bien aussi de penser à négocier. Et c'est en général très facile. Il faut le faire dès le début parce que si on le fait après, c'est compliqué. De négocier l'absence d'IRA, donc c'est les indemnités de remboursement anticipées, de les négocier soit à zéro, soit à la baisse par rapport à ce que la banque a prévu, puisque vous serez peut-être content un jour de solder votre crédit pour quelque raison que ce soit. On n'y pense pas au début. On se dit toujours « Ah, mais c'est pas important pour moi et je le négocierai au moment où j'ai besoin de le faire ». Sauf qu'au début, vous êtes quand même en situation de négociation. Au moment où vous avez besoin de le faire parce que vous avez vendu le bien, vous n'avez plus aucun pouvoir de négociation avec la banque et elle n'a absolument aucune raison d'accepter ça. J'ai rien à rajouter, tu as tout dit, mais effectivement, il faut faire des calculs et se concentrer sur des négociations de taux d'intérêt. C'est bien pour les gens qui ne voient rien d'autre, mais quand on connaît la puissance d'autres choses, on fait juste les calculs, on regarde ce que ça peut nous rapporter éventuellement sur les années qui viennent et 99 fois sur 100, on va tomber sur la même conclusion. C'est bien plus intéressant de négocier ce que tu viens de citer plutôt qu'effectivement de se battre sur un taux. Et puis il faut aussi se mettre à la place du banquier. Le taux est le taux. On ne sait pas pourquoi il doit nous proposer ce taux à ce moment-là, mais il a peut-être ses raisons. Et c'est probablement plus facile pour lui, et on peut lui demander en toute transparence, plus facile pour lui de faire des concessions sur d'autres choses que sur ça. Et on l'avait dit, le financement bancaire, c'est un travail qui se fait main dans la main avec la banque. On n'est pas contre son banquier, on essaie de construire quelque chose, un partenariat ensemble. Et donc effectivement, en faisant ça, on sera gagnant des deux côtés. C'est la meilleure manière de travailler ensemble. On marque réellement des points en plus avec le banquier, puisque 99% des gens qui viennent le voir pour un crédit se battent sur le pourcentage d'intérêt. Et donc il va se dire « Ah, cette personne-là m'embête pas sur ce point-là, elle est un petit peu plus maligne que les autres ». Et donc vous allez rester dans son esprit en utilisant ces choses-là aussi. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un encouragement, une note ou un commentaire en fonction de la plateforme sur laquelle vous êtes. Et si ça n'est pas déjà fait, rejoignez notre newsletter Ataraxia, les informations se trouvent en description.